j'aimerais simplement juste commencer, Monsieur Bouglet, par une toute petite présentation de vous pour que nos amis internautes du Haut Vignoble vous connaissent. En fait, vous êtes expert de l'éolien autour de nombreuses études et tribunes alertant sur le sujet de l'éolien. Vous êtes chef d'entreprise dans le secteur financier et culturel et vous êtes également élu municipal. Je ne suis pas allé très très loin dans votre présentation puisque je me suis permis d'attraper une présentation que j'ai déjà vue sur votre livre, que j'ai dévoré, votre livre étant quasiment un mode d'emploi sur la connaissance de ce sujet. Juste avant de commencer, Monsieur Bouglet, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a amené, ce qui vous a lancé dans dans ce combat? Quel a été le phénomène déclencheur et il y a combien de temps? En fait, j'étais en train de restaurer une vieille bâtisse du XVIIe siècle dans l'Orne. J'étais très heureux. J'avais eu le label de la Fondation du patrimoine. Alors, c'était vraiment une maison à restaurer, hein, de Chloé Couvert. Et puis, par hasard, comme beaucoup d'entre nous, j'ai découvert dans une supérette le fait qu'il allait y avoir un projet d'éolienne à 800 mètres de chez moi, à peu près 13 éoliennes tout autour de cette maison. Et à partir de ce moment-là, eh bien, j'ai décidé de lutter. À l'époque, c'était assez compliqué parce que on avait quelques vadémécum et quelques guides sur Internet, mais c'est difficile de comprendre la lutte anti-éolienne. Donc, c'était en 2008-2009. Et en plus, à cette époque-là, il y avait quand même une unanimité pour les éoliennes qui allaient sauver la planète. Les éléments de langage des promoteurs éoliens avaient bien fonctionné. Et donc, très rapidement, je me suis rendu compte que eh bien, le projet d'éolienne était, comment dire, entaché de prises illégales d'intérêt. C'est-à-dire que les élus du CRU avaient installé des éoliennes sur leur propre terre. J'avais eu des infos par les agriculteurs du coin et puis par les châtelains. Et donc, j'ai déposé plainte, que je suis juriste, ma femme également, pour prise illégale d'intérêt auprès du procureur de la République, qui a accepté notre plainte. Et comme j'avais quelques contacts, parce que j'ai été officier de gendarmerie de réserve dans la lutte, dans, dans le cadre de la lutte contre la criminalité, j'ai eu attache avec le service central de prévention de la corruption, qui est un organisme du ministère de la Justice. Et donc, il m'a fallu 2 ou 3 ans avant vraiment d'être apprivoisé par cette institution. Mais progressivement, on a couplé les plaintes qu'on déposait, puisqu'en fait, on s'est rendu compte qu'au-delà de notre propre cas, eh bien, nos voisins qui étaient soumis à ces éoliennes avaient également des prises illégales d'intérêt. Donc, j'ai rédigé un petit guide pour comment porter plainte pour prise illégale d'intérêt. Et corrélativement, le service central de prévention de la corruption avec lequel j'étais en relation saisissait également les procureurs de la République. C'était un mécanisme assez simple où il y avait une double saisie du procureur de la République et du ministère de la Justice, ce qui fait que le procureur, dans tous les cas, ouvrait une enquête préliminaire. Et c'est ainsi que progressivement, je suis devenu au sein de la Fédération Environnement Durable spécialiste de la corruption dans l'éolien, jusqu'à obtenir 250 plaintes. On verra plus tard. Voilà. Après, étant installé également, ayant des attaches à Noirmoutier, j'ai lutté contre le parc éolien entre Lisieux et Noirmoutier, 66 éoliennes, avec le collectif Touche pas à nos îles, collectif écologiste, et où on a dénoncé en particulier le tarif de rachat des éoliennes en mer, des 6 centrales éoliennes en mer prévues entre le Tréport et le Noirmoutier. J'ai dévoilé dans le Figaro que le tarif était à 220 € le mégawattheure, quand le prix spot était environ à 45 € le mégawattheure, ce qui faisait 40 milliards d'euros de subventions rien que pour les 6 centrales éoliennes en mer. Et grâce à des contacts que j'avais au Figaro, on a dénoncé avec un article qui s'appelait Éoliennes en mer des Rolls-Royce, des 2 chevaux payés au prix de Rolls-Royce. Bon, ça n'a pas beaucoup plu au ministère de l'écologie et ça a contraint le gouvernement à déposer un amendement de renégociation. Ça a été très, très difficile. Et c'est
tous ces éléments, à la fois la lutte contre les atteintes à la probité, à la fois ce détournement de fonds gigantesques qui m'a amené à écrire ce livre, Éolienne, la face noire de la transition écologique, à la fois pour donner des éléments concrets de raisons pour lesquelles les éoliennes étaient polluantes, impactantes, pouvaient avoir des enjeux en termes de santé publique et d'atteinte à la biodiversité, mais aussi pour donner tous les éléments qui expliquent pourquoi, derrière cette image verte, en réalité, eh bien, les éoliennes ont une face noire terrible entre corruption, prise illégale d'intérêt et mafia. Mmh. Parce que bien, c'est Si, si. clairement dit, vous avez des articles de presse internationaux, il suffit de lire en italien et vous voyez que eh bien, Alors les réseaux de la criminalité organisée ont largement infiltré ce secteur d'activité pour blanchir l'argent sale d'une part et pour bénéficier des subventions d'autre part. Voilà, alors c'est aussi simple que ça. Alors on va en parler et je pense qu'à un moment donné, on va en parler. Effectivement, ça permet à nos amis internautes du vignoble nantais de bien comprendre que vous êtes, bien sûr un expert, que vous avez travaillé sur toute la chaîne de production de cette, on pourrait presque dire de cette religion, de cette croyance en tout cas, des éoliennes, mais qu'au tout départ, eh beh, vous êtes un citoyen qui travaille tranquillement chez lui avec sa rénovation, je vous imagine avec vos pots de peinture, le ciment et cetera, ce qu'on a tous vécu et puis vous l'avez dit par inadvertance, vous découvrez un petit fil, sur le milieu de votre chemin. Comment dire? Par le biais comment dire? D'une enquête d'utilité publique, je crois, dans un supermarché et puis toute l'histoire va démarrer comme ça. Alors, je propose de vous faire écouter 11 questions que nous avons posées à des citoyens, des gens honnêtes, sincères, un peu surpris, mais qui ont accepté de répondre à nos questions. Il y a beaucoup de cœur, en fait, dans leurs réponses, c'est assez touchant. Parfois, certains ont parfaitement compris qu'il y avait quelque chose de moche, quelque chose de flou et puis d'autres, par pure innocence, vont se tromper. On prend leurs réponses avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'intelligence, parce qu'on prétend que, bah, chacun d'entre nous, il y a quelques années, si on n'avait pas été un petit peu éveillé, notamment entre autres par rapport à votre livre et par rapport à toutes les conférences que vous avez faites. Moi, si j'avais pas été un petit peu sensibilisé, je pense que j'aurais fait des réponses très comparables à celles que l'on va entendre. J'espère que le son va être, bon. Dans l'idéal, j'essaierai de ne pas découper cette vidéo, mais s'il le faut, beh, je ferai un découpage par la suite. L'essentiel est que vous puissiez entendre leurs réponses. Alors, la toute première question, parle justement de, la connaissance, liée à l'enquête d'utilité publique qui est en cours et on va entendre leurs réponses. Alors je me cale à peu près à voilà, heu, je me mets au bon endroit. On va écouter juste l'introduction. Aujourd'hui, nous rencontrons des habitants de la communauté de communes de Valette. Vous entendez bien? Très bien. OK, je reprends. D'une future implantation d'éoliennes dans le secteur. Nous les interrogeons, échangeons avec eux sur une série de thématiques qui vont ouvrir le débat. Chaque intervenant répond avec ses facilités, avec ses difficultés. On peut savoir, on peut ignorer, toutes les réponses sont bonnes. Je dois bien admettre que si j'avais été à leur place, je pense que j'aurais sorti un joker pour un certain nombre de questions. C'est donc avec respect et bienveillance que nous accueillons toutes ces réponses. On est parti. Avez-vous été informé qu'une enquête d'utilité publique au sujet d'un projet éolien du Haut-Vignoble se tient à la mairie de Valette du lundi 29 mars au vendredi 30 avril prochain? Non, Non, pas du tout. moi personnellement, non.
Moi non plus. Et moi non plus. Non. Oui, nous avons été informés et d'ailleurs nous avons vu des panneaux sur le bord de la route, des panneaux jaunes qui expliquaient également cette enquête. Voilà, les réponses. Les personnes ignorent pour la plupart d'entre eux l'existence de cette enquête d'utilité publique. Un seul intervenant est au courant et pour cause, on verra sur les petites captures d'écran que j'insérerai plus tard, qu'il y a ce monsieur est riverain d'un site d'éoliennes et que sur le bord de la route, il y a des panneaux jaunes, je dirais format un peu plus grand qu'un format A3, qui sont plantés sur un talus, sur le bord de la route, là où en théorie les véhicules roulent à 80 km/h. Ou même à 50, il est impossible de lire quoi que ce soit. Néanmoins, la municipalité a respecté certainement la réglementation qui était d'indiquer sur le site d'installation, d'indiquer par un panneau. Je pense que la mairie a certainement également indiqué, comment dire, peut-être par voie de presse locale, et certainement indiqué dans l'accueil de la mairie. Je pense que la mairie a fait très certainement la partie réglementaire de l'information. Il n'empêche que, a priori, une immense majorité des citoyens qui sont censés pouvoir se présenter sur cette enquête d'utilité publique ignorent son existence. Est-ce que c'est un phénomène sur lequel vous pouvez nous donner une indication? Est-ce que c'est quelque chose vous avez signalé tout à l'heure que c'est En fait, c'est par hasard que vous aviez trouvé la dans un question de l'enquête supermarché. publique. Alors non, moi l'enquête publique, on l'a eu progressivement parce que, si vous voulez, moi j'ai appris l'existence du parc éolien dans une supérette, mais on était dans un système où il y avait ce qu'on appelle des zones de développement éolien. Donc là où moi j'ai réussi à empêcher le projet de parc éolien, c'est que avant d'avoir l'autorisation d'exploiter et l'ICPE, c'est-à-dire l'autorisation pour l'installation d'une installation classée, il fallait avoir un territoire de zone de développement éolien. Et moi, j'ai déjà empêché la zone de développement éolien. On a eu un peu de mal, puisque j'ai fait annuler la ZDE et on a gagné en tribunal administratif, on a gagné à la cour administrative d'appel. Le ministère de l'écologie a été condamné. La question de l'enquête publique, c'est une question très importante. Il faut préciser que, en fait, en France, on est soumis à la Convention d'Aarhus, une convention internationale, qui oblige toute décision politique ayant un impact environnemental à faire participer le public concerné par la décision. Participer le public. Ce n'est pas une consultation. Et la législation sur les enquêtes publiques dit qu'en fait, c'est un commissaire enquêteur qui vient écouter l'opinion de la population. Donc déjà, il y a un hiatus. C'est que normalement, en vertu des conventions internationales pour la démocratie participative environnementale, les citoyens devraient participer à la délibération, à la décision ayant un impact sur son environnement. Or, on a tronqué l'organisation de ces enquêtes publiques en disant c'est un commissaire enquêteur qui vient écouter les doléances et qui donnera son opinion, son avis. Ce commissaire enquêteur, il n'est pas expert, il ne s'y connaît pas en éolienne. Soit dit en passant, on a découvert des slides de formation des commissaires enquêteurs par les promoteurs éoliens. On sait aussi qu'en vertu du Code de l'environnement, eh bien, les commissaires enquêteurs sont payés par l'intermédiaire du président du tribunal administratif par le porteur de projet, ce qui fait qu'il y a forcément une liaison qui se crée entre le porteur de projet, le président du tribunal administratif et les promoteurs éoliens. Et donc, cette enquête publique, eh bien, c'est au cœur du dispositif, mais globalement, 97% des commissaires enquêteurs donnent des opinions favorables au projet, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, éolien ou pas éolien. Et récemment, un commissaire enquêteur qui avait osé donner un avis défavorable s'est fait radier de la liste des commissaires enquêteurs. Donc déjà,
le problème, c'est que le principe de l'enquête publique est déjà problématique. Mmh. Et vous, Ensuite, donc, cette enquête publique fait l'objet de publicité. Bon, là-dessus, elle est plus ou moins bien faite. Ça arrange comment dire, les promoteurs éoliens qu'il n'y ait pas trop de bruit autour de ces enquêtes publiques. Et lorsque les enquêtes publiques font l'objet d'une forte opposition, comme c'est arrivé par exemple à Noirmoutier, Noirmoutier, 80% de contributions négatives s'opposant au projet. Dans la campagne, il y a plusieurs exemples où il y a eu un raz-de-marée d'opposition. Pour autant, le commissaire enquêteur donne un avis favorable, alors que normalement, il doit écouter l'avis de la population. Alors, les éléments de langage des promoteurs éoliens, c'est de dire, oui, mais c'est parce que les opposants sont beaucoup plus mobilisés que les autres. Donc, il n'y a que les opposants qui viennent s'exprimer aux enquêtes publiques. Alors là-dessus, il y a une réponse toute bête, c'est qu'il y a eu des référendums d'initiatives locales qui ont été établis par certaines communes. C'est-à-dire, êtes-vous pour ou contre le projet de parc éolien? Et tous les exemples où il y a eu des référendums, vous avez une opposition de 80%, vous avez 80% de non pour oui, 20% de oui. En général, les 20% de oui, c'est plutôt les gens qui ont les éoliennes sur leur propre terre ou la famille. Donc, évidemment, le préfet dans un département, il a dit « Ah non, 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 on n'organise pas de référendum ». Ah oui, parce que l'argument des promoteurs éoliens est de dire qu'il n'y a que les opposants qui se mobilisent. Dans le cadre d'un référendum, évidemment, ça ne marche pas, puisque c'est toute la population qui est amenée à voter. Et donc, c'est beaucoup plus clair. Il y a même eu, par rapport aux promoteurs éoliens, qui régulièrement disent « Nous avons des sondages », qui disent que 80% de la population est favorable aux éoliennes. Et même, c'est beaucoup mieux quand les personnes sont à côté des éoliennes, il y a une acceptabilité de 90%. Alors, c'est intéressant parce qu'en Belgique, il y a eu le cas d'un parc éolien, un nouveau parc éolien par rapport à un parc éolien préexistant dans une commune. Et là, 90% de la population qui a participé à ce référendum, donc aussi à 90%, se sont opposés à cette nouvelle centrale éolienne. On voit bien que tout ça sont des éléments marketing. Et donc, même si il ne faut pas se faire d'illusions sur les enjeux de l'enquête publique, il reste cependant qu'il est très important de se mobiliser dans ces enquêtes publiques. Et j'en veux pour preuve un exemple tout récent. En Normandie, j'étais allé faire une conférence pendant une enquête publique. Le commissaire enquêteur était venu à l'enquête publique. Il avait même dit, parce qu'il trouvait que je ne parlais pas assez rapidement, il y avait d'autres camarades qui parlaient avant moi, il dit « Non, mais je veux entendre parce que vous voulez ». On lui avait remis mon livre et il a donné un avis défavorable. Et hier, nos camarades de Normandie ont eu comment dire, la grande surprise d'avoir eu un arrêté préfectoral refusant la centrale éolienne. Donc, je suis assez content de voir que finalement, on peut quand même influencer à la fois le commissaire enquêteur et le préfet. Alors, j'enchaîne, avant de passer la seconde vidéo, sur une petite question. À quel moment est-ce qu'un référendum d'initiative locale peut être utile? Est-ce que ce n'est pas dans l'idéal, bien en amont de l'enquête d'utilité publique? Nous, l'enquête d'utilité publique se termine le 31 mars. Le commissaire enquêteur va repartir vers la préfecture. Bon, allez, on va dire qu'on ignore quelle sera sa position. Là, ce serait purement symbolique, un référendum d'initiative locale. Alors, en fait, il faut savoir que les référendums concernant les centrales éoliennes doivent être organisés pour une décision relevant de la mairie. D'accord. Il ne peut pas y avoir de référendum pour la décision préfectorale. D'accord. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'il y a une étude de faisabilité et que la commune doit voter pour ou contre l'étude de faisabilité, la commune peut être amenée à organiser un référendum pour demander favorablement ou défavorablement au soutien de l'étude de faisabilité, parce que ça relève de ses prérogatives. Donc, on Mais est quand hors délai. c'est à ce stade-là, c'est fini.
on pourrait imaginer que la commune, comme elle a un avis à donner, pourrait organiser un référendum pour donner l'orientation de l'avis de la commune. Comme la commune peut donner un avis, on pourrait imaginer que la commune organise un référendum en disant « Nous, commune, on doit se positionner dans le cadre de l'enquête publique, devons-nous donner un avis favorable ou défavorable à cette centrale éolienne ?» Je pense que là, ça fait partie des prérogatives de la mairie. Ok, d'accord. Alors j'enchaîne sur la question suivante. Vous avez parlé tout à l'heure de marketing, de slides que certains commissaires enquêteurs avaient reçus de la part des entreprises installant des parcs éoliens. Nous, on a posé une question à ces chers citoyens. Quelle différence font-ils entre un aérogénérateur et une éolienne? Alors, je vais vous faire écouter les réponses. J'accélère un tout petit peu. Avec excusez-moi. Voilà, écoutons les réponses. Quelle différence faites-vous entre un aérogénérateur et une éolienne? Bonne question, je ne saurais y répondre. Je ne sais pas. Je connais pas juste l'éolienne. Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. je ne connais pas l'aérogénérateur, donc je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Je sais pas. Je ne connais que le terme d'éolienne. Je ne suis pas familier avec le terme aérogénérateur. J'imagine que c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Comment se fait-il que le terme éolienne comment dire, soit passé par-dessus le véritable terme qui est aérogénérateur? Alors, on peut supposer que éolienne, c'est doux, c'est féminin, ça a un côté, comment dire, je ne vais pas dire imaginaire, mais on est un petit peu dans la mystique collective, je ne sais pas comment on peut définir ça. Alors que aérogénérateur, c'est lourd, c'est moche, mais aérogénérateur, ça cache quand même, pour nous, les mots ont un sens, il faut appeler les choses par leur nom. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Alors, en fait, on pourrait ajouter aérogénérateur industriel. C'est toute la question des éléments de langage que nous vendent les promoteurs éoliens, avec d'ailleurs la complicité des ONG. Greenpeace, sur son site internet, dit « Les éoliennes comme un bouquet de fleurs pour sauver la transition énergétique ». Vous voyez, des fleurs, des marguerites, dans le ciel bleu, dans des clips où il n'y a jamais une maison. Vous avez remarqué, le ciel est toujours bleu, l'herbe est toujours verte, il n'y a pas de vache à côté, il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de maison. En termes éolienne, c'est blanc, c'est immaculé. C'est l'immaculé. C'est presque un enfant de cœur. Vous voyez, on imagine Greta Thunberg avec son eau blanche. Et donc, il y a effectivement, cheveux au vent, dans l'inconscient collectif, la perception qui a été donnée à la fois sur les sites internet institutionnels, dans les livres d'enfants, dans les publicités, dans les films, l'idée que l'éolienne allait sauver la planète et était le symbole de la transition écologique. Et donc, on ajoute à ça des terminologies comme ferme éolienne. C'est gentil, une ferme éolienne. Voilà. Tandis que, évidemment, que sont les éoliennes? Ce sont des aérogénérateurs industriels, c'est une usine, ce sont des centrales électriques, et ce sont des centrales électriques vombrissantes qui font du bruit, qui sont polluantes, on aura probablement l'occasion d'y revenir, qui font des gestes extrêmement stressants, hein, c'est-à-dire que ça fait quand même... et donc,
il y a effectivement un hiatus entre la communication des promoteurs éoliens qui présentent toujours des éoliennes, elles ne sont pas plus grandes que ça dans les publicités, hein, ce sont des fleurs, je reprends l'argument de Greenpeace, alors qu'elles sont gigantesques et qu'elles font même maintenant jusqu'à 240 mètres de haut pour les éoliennes sur Terre et 300 mètres de haut sur les éoliennes en mer. Ah oui. Et donc, il faut combattre. Il faut combattre. Et d'ailleurs, si vous reprenez le titre de mon livre, la face noire, hein, de la transition écologique, c'est vraiment cette volonté d'associer le noir à ces éoliennes et d'accoler une véritable dimension sombre par rapport à cette communication. Et donc, véritablement, le combat des anti-éoliens doit être un combat de communication en s'interdisant d'utiliser les éléments de langage des promoteurs éoliens et en utilisant la véritable, pour rétablir la vérité sur ce qu'elles sont réellement. On ne parle pas de fermes éoliennes, mais de centrales éoliennes. On ne parle pas d'éoliens offshore, ce sont des éoliens côtiers, plantés dans les fonds marins. Et voilà, donc c'est un élément très important et on voit bien d'ailleurs que par rapport à la population, eh bien, ça marche bien. Hein, voilà, ça marche bien. Maintenant, on assiste quand même à un véritable renversement de l'opinion publique en la matière. C'est incontestable et je m'en félicite d'ailleurs. Oui, il y a d'ailleurs un bon sens de la population, je dirais un bon sens paysan. On entend le dernier intervenant se dire « Oh, j'imagine que ça doit être la même chose ». Et effectivement, voilà, effectivement, c'est tout à fait la même chose. Alors j'enchaîne sur la question suivante, où on leur a posé la question sur la valeur immobilière d'une maison proche d'une éolienne va-t-elle augmenter ou baisser? Je vous donne les éléments de réponse. La valeur immobilière d'une maison a-t-elle tendance à augmenter ou à baisser si une éolienne est implantée à proximité? Je pense que la maison perd de la valeur. Bah, je l'ignore, mais je pense que ce sera plutôt dévalué. Hein. Tout à fait d'accord, ça me semble logique. Moi aussi, je pense la même chose. Elle a tendance à baisser. Effectivement, je pense que la valeur foncière d'une maison va diminuer si vraiment l'éolienne est placée à proximité. Alors, si je peux me permettre une petite confidence, moi j'ai mis un pied dans l'approche anti-éolienne. Certes avec vous, en fait, avec toutes les conférences que j'ai pu avoir devant moi sur YouTube, j'ai eu l'occasion un jour de me rendre dans une salle où vous présentiez votre livre. J'ai eu l'opportunité de vous écouter, de vous entendre répondre à des gens qui étaient très, très promoteurs des aérogénérateurs, parce qu'on va les appeler comme ça maintenant. Et vous étiez tout à fait décontracté et détendu, puisque vous aviez une approche extrêmement factuelle. Mais pour revenir à cette question, le fait est, c'est que l'année dernière, j'ai failli acheter une maison. Et puis j'ai découvert que il y avait ce projet d'aérogénérateur à peu près à 500 mètres de cette maison, et j'ai donc cassé la vente parce que je suis allé me renseigner chez des habitants qui habitaient près d'éoliennes, tout près d'éoliennes, à moins de 500 mètres pour avoir leur ressenti. Et j'étais tombé chez un agent immobilier, le hasard fait bien les choses quand même, qui m'avait dit, cette dame m'avait dit: «Écoutez, moi j'estime que ma maison a perdu entre 20, 22% de sa valeur». Est-ce que les gens ont conscience de ça, monsieur Bouglet, selon vous? Est-ce que les gens réalisent ça ou se diluer dans un ensemble? Je sais pas. Est-ce que c'est un sujet qui arrive parfois sur la table ou parce que quand on parle au porte-monnaie, Alors, ça éveille les consciences en général. La question de la dévaluation des maisons, je ne l'ai pas abordée dans mon livre volontairement. Parce que on voit clairement d'ailleurs dans votre questionnaire que les personnes intuitivement répondent par le fait que
les aérogénérateurs industriels conduisent à une baisse de valorisation de leur maison. D'ailleurs, ce point a été comment dire, confirmé par la jurisprudence dans le cadre des annulations de vente régulières, où il y a eu des indemnités de l'ordre de 40% de baisse de valeur par rapport à l'acquisition initiale. Donc, les juridictions ont condamné le vendeur à indemniser à hauteur de 30% la perte de valeur liée à la non-information d'une centrale éolienne à proximité. Incontestablement, c'est plus intuitif que incontestablement, qui a envie de vivre à 500 mètres d'une éolienne qui fait 150 mètres de haut? C'est comme si demain on vous disait il y a une porcherie, ou une autoroute. La particularité de la situation de l'éolien, c'est que, à la différence par exemple des autoroutes, quand vous avez la construction d'une autoroute, vous avez parfois des expropriations, vous êtes indemnisé, et parfois vous avez même indemnisé du fait que la route va vous causer un préjudice compte tenu de sa proximité. La particularité pour les éoliennes, c'est qu'on a des industriels qui arrivent et qui vous disent « vous êtes tranquille chez vous, mais nous, on va s'installer à 500 mètres et on va vous mettre des mâts qui font 150 mètres de haut. » Vous n'êtes pas d'accord? C'est la transition énergétique, vous êtes égoïste, vous ne voulez pas participer à la transition écologique. Donc, on ressent bien que, en tout état de cause, ce trouble que vont causer les éoliennes perturbe nécessairement la décision d'acquisition ou de vente d'une maison. On se retrouve d'ailleurs avec des personnes qui se retrouvent avec des éoliennes à côté de leur maison, qui se retrouvent avec des maisons invendables. Donc, parfois, c'est même pas une diminution de la valeur, c'est tout simplement la perte de valeur totale. Et c'est là où c'est grave. Alors, la Cour de cassation a rendu un arrêt récemment en disant il n'y a pas de trouble anormal de voisinage pour les éoliennes si le son est en dessous des seuils. Donc, en gros, elle dit au-dessus des seuils, il y a trouble anormal de voisinage, en dessous des seuils, il n'y a pas de trouble anormal de voisinage. C'est quand même grave. Ça veut dire qu'installer une éolienne de 150 mètres de haut, voire même 240, parce que j'ai appris des projets en Bourgogne à 240 mètres de haut, ça trouble forcément votre cadre de vie. Enfin, ces juges de la Cour de cassation qui sont encore en région parisienne, ils n'ont absolument pas conscience de ce trouble causé par les éoliennes. Donc, je crois qu'évidemment, c'est un bon argument pour dénoncer l'installation des éoliennes, et ça devrait vraiment intéresser tous les citoyens qui ont mis souvent dans leur maison les économies d'une vie. Oui, tout un patrimoine à transmettre, absolument. Et puis, il y a bien sûr l'approche esthétique avec est-ce que c'est beau, est-ce que c'est moche, mais tout ça, c'est de la pure opinion. Alors que ça reste un vrai sujet, mais c'est très difficilement quantifiable. Alors, on bascule sur le j'aime pas, et sur la notion de bien, de mal. Alors que nous sommes alors, sur une approche factuelle. Ouais. Alors, la question de l'esthétique d'une éolienne, on dit j'aime pas. C'est très facile d'aimer les éoliennes quand on les voit à 30 km de loin. C'est très facile d'aimer les éoliennes lorsqu'elles sont sur des sites internet. Très facile. Évidemment, on peut voir, moi c'est vrai que la perception, j'ai essayé de me souvenir quand est-ce que j'ai vu une éolienne pour la première fois. Je crois que c'était en partant à Londres. J'ai fait j'ai longé la côte et j'ai dû voir les premières éoliennes. De loin, voilà, ça faisait un petit mouvement, c'était assez gracieux. J'avais ce souvenir-là. Mais
ça, c'est une vision de très loin de l'éolienne. C'est d'ailleurs la vision que vont prévoir les promoteurs éoliens dans leur photomontage. Et quand on a une éolienne à 500 mètres d'une habitation, c'est tout autre chose. Quand on a des hameaux ou des villages qui comportent 5, 6, 10 éoliennes autour du village, qui dépassent de 5 fois le clocher, là, ce qui peut de loin sur ce village apparaître comme potentiellement agréable devient infernal. C'est là le piège de l'éolien et le piège du débat esthétique sur les éoliennes. Oui, tout c'est à pour ça fait. qu'il faut… Moi, je ne suis pas rentré non plus sur cette question-là dans mon livre. Voilà. Non, non. Alors, la question suivante commence à rentrer sur une approche relativement technique. Une éolienne tourne-t-elle dans le brouillard sans vent? On parlait tout à l'heure du bruit. Alors ça, c'est une question, c'est un peu la question inspecteur Colombo, quoi. C'est la question bête. Et moi, j'adore les questions bêtes. Donc, écoutons les réponses de nos invités. Une éolienne peut-elle tourner dans le brouillard, c'est-à-dire sans vent? Oui, de mémoire, oui. Il me semble qu'il y a un relais électrique. Il me semble, mais je ne suis pas sûre. Oui, pour moi. Je sais pas. Moi, je dirais non. Sans vent? Non, je pense pas. Non. Je pense qu'une éolienne ne tournera pas s'il n'y a pas de vent, avec ou sans brouillard. Alors Monsieur Bouglet, on sourit, mais en fait, si les personnes, enfin, j'espère que nos invités verront cette vidéo, vraiment, on écoute avec beaucoup de tendresse et de respect, parce que c'est la question folle, quoi. Moi, peut-être je me serais trompé. Est-ce qu'une éolienne peut tourner dans le brouillard sans vent? Je précise que j'ai fait une vidéo avec une éolienne qui tournait en plein brouillard tout près de chez moi, et je pense que je la mettrai en lien. Mais comment est-ce qu'une telle chose peut-elle être possible? La question fondamentale derrière cette question, c'est la question de l'intermittence des éoliennes. Oui. Ah oui. Une éolienne ne fonctionne pas quand il n'y a pas de vent. Une éolienne ne fonctionne pas quand il y a trop de vent. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Il ne faut pas l'oublier. Oui. Trop de vent D'ailleurs, aussi. trop de vent, on coupe les éoliennes. D'ailleurs, juste là-bas, à Bouin, parce que moi je suis là actuellement à Noirmoutier, j'avais une éolienne le 1er janvier, il y a 2 ans. Ils n'avaient pas réussi à la mettre face au vent, c'est-à-dire en mettant les pales, ils tournent les pales de telle manière qu'elle passe parallèle au vent. Et donc, elle est tombée. Quel symbole. C'était le mois de janvier où je rédigeais mon livre. Je commençais à… Voilà. Donc, cette éolienne est tombée parce qu'il y avait trop de vent. Et donc, les pales se sont tordues. Et comme elles tournaient, elles ont tapé contre le mât et sont tombées. Ah oui, d'accord. Donc, effectivement… Un vent pas à décorner des bœufs, mais un vent à arracher des éoliennes. Exactement. Donc, trop de vent, eh bien, on est obligé de couper les éoliennes. Pas assez de vent, les éoliennes ne tournent pas. Et donc, en fait, ça tout le monde le voit. On peut imaginer. On ne peut pas, quand on a le patron de RTE qui nous dit on va faire un programme 100% renouvelable. Alors, j'imagine bien le TGV qui roule, et puis au moment où il n'y a plus de vent, il s'arrête parce que c'est de l'électricité intermittente, le renouvelable. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc, cette intermittence, elle est fixée, elle est établie par un chiffre vraiment simple à comprendre qui s'appelle le facteur de charge. Le facteur de charge, c'est le ratio, c'est la part de l'énergie produite, de l'électricité produite par une éolienne pendant toute l'année, D'accord. par rapport
à son électricité, sa capacité maximale de production si elle avait fonctionné toute l'année à sa capacité maximale de production. D'accord. Et on prend le nombre d'heures. Eh bien, il faut savoir que le parc électro-éolien français ne fonctionne qu'à hauteur de 24% de sa capacité maximale de production. Pour résumer, il faut 4 éoliennes pour produire l'équivalent de la capacité maximale de production d'une éolienne. D'accord. Donc, c'est une productivité, mais infime. Alors, le chiffre que je vous donne, 24%, c'est le chiffre de RTE, hein, c'est les chiffres officiels. Et j'ai pris le chiffre de 2019 parce que je ne peux pas prendre celui de 2020 qui n'est vraiment pas révélateur. Et ces 24% a augmenté par rapport à 2018. Donc, il y a eu une légère augmentation du facteur de charge qui est due aux nouvelles éoliennes qui sont plus performantes et qui donc augmentent cette productivité. Voilà. Et donc, cette question de l'intermittence, c'est-à-dire le fait que les éoliennes ne fonctionnent pas tout le temps ou doivent être à l'arrêt à cause d'un vent trop fort, est au cœur de la contradiction politique de l'installation d'éoliennes, puisqu'elle oblige EDF à compenser cette intermittence par des usines électriques immédiatement pilotables. Et les usines électriques immédiatement pilotables ne peuvent être au charbon, au gaz et au pétrole. Ouais. Parce qu'en fait, les usines nucléaires ne sont pas pilotables à la demande. On ne peut pas répondre à la demande parce que c'est une machinerie lourde qui, quand on envoie l'électricité, ben, elle est envoyée de manière constante. Alors, tandis que l'électricité thermique est pilotable immédiatement. Ben, vous voyez, hein, chez vous, votre chaudière à gaz, bon, ben, vous la faites fonctionner, vous avez froid, hop, vous augmentez, vous avez chaud dans les minutes qui suivent. Ben, c'est exactement le problème. Et donc, la contradiction de l'éolien, c'est que plus on installe d'éoliennes, plus on est obligé d'ouvrir d'usines au gaz, au charbon et au pétrole. C'est pour ça que, par exemple, en Bretagne, eh bien, le développement des éoliennes en Bretagne a fait qu'en Bretagne, on a ouvert une usine au gaz. C'est pour ça que EDF, en raison des possibles blackouts liés à la fermeture de Fessenheim tout dernièrement, il y a un an, moins d'un an, on a été obligé de réouvrir des usines au charbon. Et donc, la contradiction est incroyable parce qu'on dit on met des éoliennes pour baisser les émissions de gaz à effet de serre, mais on y contribue en obligeant l'ouverture et le fonctionnement d'usines aux énergies fossiles. Et donc, c'est un truc de dingue. Oui, oui. Et d'ailleurs, même RTE, dans son rapport pour 2019, dit avec la baisse du nucléaire et de l'hydraulique, ah oui, compensé par les éoliennes, on a augmenté de 9% notre production d'électricité d'origine fossile. Voilà. Alors là, on est effectivement… C'est vraiment, je crois qu'on est là au cœur de l'imposture. On est au cœur de l'imposture. Symbole de la transition écologique, elle contribue à détruire nos écosystèmes. Ce n'est pas la transition écologique, c'est la trahison écologique. Complètement. Moi, je voudrais… alors, je vous remercie pour avoir parlé justement du facteur de charge. J'invite les internautes, il faudrait que je mette probablement le lien dans la description, à aller voir une vidéo que vous connaissez certainement, où on voit monsieur Jean-Marc Jancovici, je crois que c'est à l'Assemblée ou dans une réunion parlementaire, parler du fameux facteur de charge. C'est une petite vidéo qui doit durer 4-5 minutes et qui résume, que vous venez de résumer parfaitement. C'est extrêmement intéressant. Je vous remercie aussi d'avoir parlé de cette notion de quand le vent est trop élevé, il faut aussi les couper avec le vent à décorner les éoliennes, si je puis dire. Moi, je reviens sur la question sur, non pas quand il y a peu de vent ou quand il y a trop de vent, mais sur quand il n'y a pas de vent du tout. Pour moi, alors je me trompe peut-être, hein, mais lorsqu'il y a du brouillard, je visualise ça un petit peu comme un nuage qui serait tombé parce qu'il n'y a pas de vent, ou par un excès d'humidité qui vient du sol et puis qui va nous créer un brouillard. Mais quand on voit le sommet de quand on ne distingue pas le sommet de l'éolienne, donc l'épaisseur du brouillard
est tel qu'on ne voit pas le sommet des pales, bon, bah là, il y a vraiment pas de vent. Sinon, le brouillard partirait avec le vent. Et quand je filme les pales de l'éolienne qui tournent dans le brouillard, est-ce que j'ai affaire à, comment dire, un mirage? Est-ce que j'ai consommé des substances alors que je consomme aucune substance? Par quel miracle est-ce que cette éolienne peut tourner avec 0 vent? Là, c'est une dimension technique que j'ai du mal à appréhender. J'ai eu l'autre jour sur Sud Radio, effectivement, la remarque de personnes qui expliquaient que malgré l'absence de vent, il y avait des éoliennes qui fonctionnaient. Alors, est-ce que certaines éoliennes ont dans leur moteur des systèmes qui font fonctionner les éoliennes, et comme il y a un différentiel de coût d'électricité, on utilise de l'électricité pour faire fonctionner une éolienne qui crée de l'électricité subventionnée. Vous voyez, on peut imaginer ça, hein, comme la méthanisation où aujourd'hui certains agriculteurs font de la culture pour créer en fait de la matière première à méthaniseur, parce qu'en fait c'est de l'argent subventionné. Je ne sais pas suffisamment au fait de ce mécanisme. C'est pour moi un mystère. C'est pour moi un mystère. En tout cas, il y a une... D'ailleurs, ce n'est pas le seul mystère, hein. Il y a un autre mystère sur lequel on a énormément de mal à enquêter, c'est la question des certificats carbone. C'est-à-dire le fait que, a priori, on arrive à avoir une rentabilité, les promoteurs éoliens arrivent à avoir une rentabilité pour des éoliennes qui produisent très peu, uniquement avec la vente des certificats carbone associés à l'installation des éoliennes. Parce que les certificats carbone ne dépendent pas de la production, mais de la puissance installée, me semble-t-il. Mais encore une fois, là-dessus, j'ai la plus grande réserve, parce que autant on arrive à avoir de la documentation sourcée, précise et fiable dans tous les domaines que j'ai abordés dans mon livre, autant la question des certificats carbone, c'est une question sur laquelle on ne trouve que quelques informations parcellaires. Et c'est très difficile d'avoir des informations. Pourquoi je parle des certificats carbone? Parce que c'est lié au fait qu'on me dit souvent, mais pourquoi on installe des éoliennes dans des zones peu venteuses? Je pense que c'est la clé. Ouais. Je pense que c'est la clé. Je pense qu'il y a des questions comme ça à se poser, effectivement. Alors, j'enchaîne sur la question suivante. 5e question. La facture d'électricité baisse-t-elle lorsque l'on habite à proximité d'une éolienne? Écoutons les réponses. Personnes habitant à proximité d'éoliennes ont-elles une facture d'électricité qui baisse? Je ne sais pas. Par connaissance, il me semble que oui. Ah, ça m'étonnerait. Non, moi non plus, je vois pas la corrélation entre l'éolienne et la baisse de facture. Les gens ne pensent pas non plus que ça ait un impact. Je sais pas. À mon avis, la facture d'électricité sera la même puisqu'il n'y a pas de raccordement direct entre l'éolienne et le domicile d'un particulier. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Le fait d'avoir une éolienne à côté de chez soi, est-ce que ça peut nous permettre d'avoir une facture d'électricité qui baisse ou pas? Moi, j'ai l'impression que la facture d'électricité a tendance à en fait, augmenter. très clairement, toute l'installation d'éoliennes est mutualisée. Ouais. Donc, à partir du moment où on rajoute des éoliennes dans un village, dans un hameau, dans la France entière, tout le monde voit sa facture d'électricité augmenter. On est d'accord. Donc, en réalité, ce n'est pas une baisse de la facture d'électricité que va avoir
la personne à proximité d'un hameau dans lequel vont être installées des éoliennes, c'est une augmentation de sa facture d'électricité, mais mutualisée avec les autres installations d'éoliennes. Donc, plus on installe d'éoliennes, plus la facture d'électricité des Français augmente. C'est simple. Par 3 taxes, Ah. enfin par 2 taxes pour les factures d'électricité et par une taxe pour l'essence, la contribution au service public de l'électricité et le TURP, qui est la taxe de raccordement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'électricité et le produit de l'électricité est ventilé entre RTE, EDF et les différents prestataires. D'accord. Et aujourd'hui, le TURP, c'est la taxe de raccordement, eh bien, augmente fortement parce que le TURP, il sert à financer les raccordements des éoliennes. Donc, en fait, malheureusement, pour les voisins d'éoliennes, leur électricité ne baisse pas, mais comme tous les Français, leur électricité va progresser inéluctablement, mécaniquement, je dirais. Plus il y a d'éoliennes, plus on augmente l'électricité, puisqu'en fait, l'électricité des éoliennes est subventionnée, n'est pas au tarif de rachat Tout à fait. du prix spot, donc enfin, du prix habituellement négocié sur la bourse de l'électricité. Et vous avez parlé de la fameuse taxe CSPE. Je me souviens avoir... La contribution au service public de l'électricité, mais qui aujourd'hui ne sert plus à financer les subventions à l'éolien. Ah, d'accord. On l'a transférée vers la taxe carbone sur l'essence. En D'accord. fait, maintenant, c'est la taxe carbone sur l'essence, la fameuse taxe à l'origine de la crise des Gilets jaunes, dont l'augmentation sert à financer les subventions aux promoteurs éoliens dans le cadre de ce qu'on appelle le compte d'affectation spéciale, le CAS, voilà, le CAS qu'avait évoqué la Commission de régulation de l'énergie, qui tend à disparaître parce que demain, cette électricité subventionnée sera dans le compte de l'État. C'est-à-dire qu'on n'aura pas un compte spécial à côté, ce sera vraiment voté par les députés. Voilà. C'est une petite subtilité un peu financière, mais qui a son importance parce que demain, les députés vont vraiment voter la question des subventions à l'éolien, alors qu'avant, ils ne le votaient pas. Ouais, il faut absolument s'intéresser à ça. Moi, j'avais comparé mes factures d'électricité parce que je ne regardais sur mes factures d'électricité que mes mensualités et puis ma facture annuelle totale. Et j'avais regardé la fameuse taxe CSPE il y a 10-12 ans. Et puis, je l'ai re-regardé il y a 2-3 ans. Et pour une famille de 5 personnes, sur un an, en taxe CSPE, à l'époque, ça devait être dans les 40-45 €, il y a 10-15 ans, je ne sais plus. Et puis là, c'était monté à 260 € il y a 2 ans. Bien sûr. Et j'invite vraiment tout le monde à... Mais vous avez votre facture EDF, certes, regardez vos mensualités, mais allez jeter un coup d'œil sur le deuxième volet, sur en bas à gauche, ce petit encart lié aux taxes, et comparez sur 10 années d'écart, vous verrez que quelles que soient vos économies d'énergie, et il faut en faire, de toute façon, ça ne peut que augmenter, puisque comme vous l'avez très bien dit, il faut racheter toute cette électricité, le double, voire le quadruple de son prix lorsqu'elle est produite en mer. Il faut bien que quelqu'un paye. Il faut bien que quelqu'un paye. Nous enchaînons sur la 6e question. Alors là, oh là, question hautement précieuse. Pourquoi est-ce que les sociétés qui implantent des éoliennes... Question inspecteur Colombo. Question, je suis bête, j'aimerais bien comprendre. Pourquoi est-ce que les sociétés qui implantent des éoliennes préfèrent-elles louer les terrains plutôt que de les acheter? Ah, ça, c'est une très, très bonne question. Moi, je me dis, une société qui est ultra, ultra puissante, mais quand on voit le prix des terrains à 2000, 3000, 4000 € l'hectare selon les endroits, pourquoi aller louer le terrain sur des tarifs, vous nous en parlerez juste après, jusqu'à 15 000 soi-disant € l'année, sociétés qui cherchent à être hyper rentables, mais qu'elles achètent et puis elles seront tranquilles. Alors on a posé la question à nos invités et voici leur réponse. Nous rencontrons des habitants de la communauté de communes de Valette excusez-moi. dans le cadre... Excusez-moi, j'accélère. Alors...
On est reparti. Pourquoi préfère-t-il louer les terrains plutôt que de les acheter? Aucune idée. Bah, s'il y a moindre souci en termes d'avenir, c'est peut-être plus facile de partir en étant locataire que propriétaire. Et voilà. Il y a des impacts après, obligatoirement. Parce que je suis désolé, s'ils n'achètent pas, c'est qu'il y a un problème. C'est que les bénéfices, ils vont partir après, quoi. Moi, c'est vrai que je ne comprends pas trop la logique. Quitte à mettre des éoliennes, c'est censé être sur la durée. Autant acheter, non? À moins qu'ils aient anticipé le fait que ça ne dure pas si longtemps qu'on le pense. C'est une bonne question. J'imagine que le coût sur la durée de l'exploitation est moindre entre louer un terrain et acheter un terrain sur, par exemple, 15 années en location, ça revient moins cher. Je pense qu'on ne le dira jamais assez. Même si les gens ignorent qu'ils ignorent une multitude de sujets, même s'il manque d'informations, il y a toujours eu et il y aura toujours un bon sens simple, paysan, logique. C'est pas clair cette histoire. Pourquoi préfère-t-il louer plutôt qu'acheter? Alors techniquement, monsieur Bouglet, vous avez la réponse. Alors, en fait, c'est un mécanisme assez simple. On a découvert que presque toutes les centrales éoliennes installées en France, partout dans le monde d'ailleurs, c'est un système un peu mafieux hein, de pieuvres, toutes les centrales éoliennes appartiennent à une société produite et créée pour cette centrale éolienne. Cette centrale éolienne appartient à 100% à une holding. Cette holding, elle est souvent dans des paradis fiscaux parce que la holding remonte les bénéfices. La propriétaire de la centrale éolienne est structurellement déficitaire. Donc en fait, vous avez la holding qui est dans un paradis fiscal officiel, hein, par exemple Luxembourg, qui est une place financière connue hein, pour être une plateforme financière tout à fait légale dans l'Union européenne. Mais au-delà du Luxembourg, vous pouvez avoir des paradis fiscaux comme les îles Caïmans, la Suisse, certains cantons suisses, et plus largement des structures offshore pas très recommandables. Du coup, on fait remonter les bénéfices dans la holding et la filiale, qui est en fait une coquille vide, souvent une adresse, c'est juste une adresse. Hein. Cette filiale est propriétaire de parcs éoliens et pour installer ces éoliennes, il faut quand même de l'acceptabilité. Donc, vous avez un double phénomène. D'une part, d'aller installer les éoliennes en achetant les villageois qui vont installer les éoliennes sur leur terre. Imaginez que les promoteurs éoliens achetaient les parcs éoliens, les terres. Il est probable qu'ils auraient une opposition massive de la population parce qu'ils seraient contre tous. Hein, donc oui. Déjà, cette problématique, elle est réelle, c'est créer de l'acceptabilité sociale en ayant quelques élus dans lesquels vous allez dire, vous, on va vous mettre des éoliennes sur vos terres ou les terres de vos voisins. En plus, on va vous verser une rente. L'avantage de la rente, donc environ, on va dire à peu près 10 000 € par mât éolienne et par an, c'est que, comme l'a dit quelqu'un dans les réponses, c'est que le promoteur éolien n'est pas propriétaire des éoliennes. Qui est propriétaire des éoliennes à l'issue des baux amphithéotiques, c'est-à-dire des baux à long terme?